Donc, voilà, ça devrait aller mieux, impeccable. Donc je suis Marion Fief, chargée de communication à l'AIPVR. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire sur la thématique des addictions, animé par Madame Laurence Côté, que nous avons le plaisir d'accueillir et que nous remercions pour cette intervention. C'est le deuxième webinaire que nous proposons sur cette thématique dans le cadre de cette semaine Objectif Prévention. Et le prochain aura lieu vendredi à la même heure sur la thématique de la prévention des addictions aux substances psychoactives et sera animé par Audrey Putner, notre psychologue du travail. Je vous invite à activer vos micros, vos caméras si vous en avez envie. Et n'hésitez pas vraiment à prendre la parole, à intervenir, à poser des questions au fil de l'intervention de Madame Côté. Voilà, bah, je vous souhaite un bon webinaire à tous et je laisse maintenant la parole à Madame Côté. Merci. Voilà, ça fonctionne? Le micro fonctionne? Oui. Alors, merci pour cette introduction et cette invitation qui m'a été faite donc, par le service santé au travail. Et c'est un sujet important aujourd'hui qu'on va aborder. Je sais que vous l'avez déjà abordé, ce sujet, sur un plan juridique, c'était lundi, et que vous allez le faire demain ou vendredi, sauf erreur, avec l'aspect réglementaire, notamment dans le cadre du travail, animé par une psychologue. Alors, quand on m'a demandé d'intervenir, c'était déjà il y a 2 mois, 2-3 mois, lorsqu'on espérait d'ailleurs pouvoir le faire en présentiel, on a bien insisté sur le fait que l'intérêt de mon intervention, c'est finalement le témoignage. C'est l'histoire d'une personne qui a connu des drogues, notamment l'alcool au travail, donc dans un environnement professionnel du travail, qui pendant très longtemps s'est caché de ses consommations, parce qu'il est très difficile, en tout cas à l'époque, ça l'est beaucoup moins, tant mieux, mais à l'époque, il est très difficile d'aborder le sujet des drogues au travail. Et de cette histoire, vous en retiendrez la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire la personne qui témoigne de cette histoire douloureuse, mais qui heureusement s'en est sortie et fait beaucoup de prévention, comme nous allons le faire aujourd'hui. Alors, mon propos, il va durer 3/4 d'heure, 1 heure. Il est construit autour de 3 parties. La première, c'est le témoignage. Comment suis-je devenu alcoolique et accro à d'autres produits psychoactifs? Ensuite, c'est le parcours de soins. Comment suis-je passé du patient addict que j'ai été au patient expert que je suis? Et ensuite, eh bien, quelles sont les initiatives que je mets en place pour alerter, mais également par rapport à l'alcool, pour être sur une consommation responsable. Et là, j'aurai le plaisir de vous présenter la 3e édition du Janvier Sobre, qui aura lieu en janvier 2021 prochain. Alors voilà, comme nous avons cette chance finalement d'être pas trop nombreuses, eh bien, toutes les questions sont permises à tout moment. Donc n'hésitez pas à ouvrir le micro si vous le souhaitez, ou si vous allumez la caméra, à me faire un petit signe et me dire « Tiens, j'ai une question à vous poser ». Soyons interactifs, profitons justement du fait que l'on n'est pas très nombreux. Alors, mon histoire. Eh bien, mon histoire, elle est finalement très banale. Aujourd'hui, j'ai 59 ans. Et au cours de ma vie, j'ai été pendant 15 ans alcoolique, malade alcoolique. Et quand je dis malade alcoolique, ça veut dire que j'étais droguée à ce produit alcool et à d'autres produits. 15 années, c'était énorme. Ça a vraiment démarré autour de la trentaine pour se terminer d'une manière tout à fait catastrophique un jour, le 24 janvier 2009. Ce jour, cette date, je ne l'oublie pas, car c'est ce jour-là que j'ai enfin pris conscience de ma maladie alcoolique
et que ces produits, ce que l'on appelle chez nous le déclic, c'est-à-dire la fraction de seconde qui fait que vous n'en pouvez plus, vous sortez de cette réalité, vous acceptez cette réalité d'être alcoolique et enfin vous enclenchez le chemin des soins. Alors, comment suis-je devenu alcoolique? Comment ai-je fait pour que le 24 janvier 2009, enfin, je prenne conscience de cette réalité d'être une femme alcoolique? Bien, quand je dis que mon histoire est banale, c'est que il est vrai que l'alcoolisme, finalement, ça peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de culture ou de couleur de peau. Non, c'est une maladie qui s'installe, qui peut s'installer chez n'importe qui et qui s'installe d'une façon tout à fait silencieuse. Et lorsque je réfléchis à mon histoire, je dois reconnaître que très tôt, c'est-à-dire vers 15-16 ans, je commençais déjà à boire beaucoup trop d'alcool. Je le faisais dans un contexte un peu familial. Je viens du nord de la France. C'est un des départements où l'on boit le plus d'alcool. Et je me souviens très très bien qu'à l'époque, donc j'avais 11-12 ans, il y avait toujours de la bière, du vin rouge ou du cidre à table. Je vois les adultes, donc mes parents, mes oncles et tantes, se servir. Et je ne me souviens pas qu'à l'époque, on m'ait dit « Ah, Laurence, est-ce que tu sais que l'alcool, ça peut être un produit dangereux ?» Je n'ai donc pas été, dès mon plus jeune âge, avertie et surtout, par contre, je voyais ces bouteilles d'alcool sur la table. Ensuite, pour des raisons qui sont très personnelles, j'ai quitté très rapidement le contexte familial euh, qui n'était pas très, très agréable. Mes parents ne s'entendaient pas et donc j'avais des scènes parfois violentes. Et donc, vers 15-16 ans, j'ai quitté rapidement ce foyer familial pour tomber dans un contexte amical qui était beaucoup plus âgé que moi. J'avais des amis beaucoup plus âgés que moi et qui buvaient beaucoup. Et là, eh bien, sans me rendre compte, de nouveau, je fais comme les grands, c'est-à-dire on me propose un verre d'alcool, et c'était des gens qui travaillaient déjà, donc qui avaient de l'argent, qui m'offraient des verres d'alcool, et là je me souviens très bien que je choisissais toujours des verres sucrés, d'alcool sucré, je voyais encore les petits bouts de sucre sur le bord des verres, c'est ça d'ailleurs que j'aimais, et en fait, sans m'en rendre compte, je me remplissais de cocktails très sucrés, mais très alcoolisés aussi. Et c'est comme ça que s'installe l'alcoolisme, qui viendra bien plus tard. Mais en fait, très jeune, j'habitue mon cerveau à une dépendance future. Les médecins disent d'ailleurs que commencer tôt, à boire de l'alcool, c'est une bombe à retardement pour plus tard. Et en fait, je continue comme ça. Je suis la tchotte, qui est assez rigolote quand elle a un petit verre dans le nez, et personne à nouveau m'alerte sur les risques de dépasser, d'être excessive avec l'alcool. Donc ça, c'est le contexte amical. Après, je commence des études. J'ai fait des études, une année de médecine, après je suis partie et j'ai fait 5 années de droit, et là, c'est à l'université où l'alcool est à flot, c'est plutôt la bière et le vin, mais également les alcools forts, donc la vodka, le whisky, etc. Ce sont les bizutages. C'est quasiment tous les soirs. Mais c'est ce que vivent aujourd'hui les jeunes dans les écoles de commerce, dans les universités, etc. Sauf qu'à l'époque, on ne jouait pas à ce que l'on appelle aujourd'hui le binge drinking, c'est-à-dire on ne jouait pas avec l'alcool. Mais le résultat est le même, c'est-à-dire on commençait à consommer l'alcool vers 19h, 20h. Moi, je me souviens qu'à 5h, 6h du matin, j'ai essayé de dormir, mais c'était impossible pour moi de dormir, ça tournait trop dans la tête, et en fait, j'étais ivre. Et j'avais à peine 23, 24 ans. Que font les jeunes aujourd'hui? Ils jouent à l'alcool. C'est la défonce express. C'est celui qui va boire le plus
en un court laps de temps et qui va s'effondrer le moins rapidement. C'est ce jeu-là que les jeunes pratiquent. Heureusement, c'est en train de diminuer. C'est un jeu qui nous vient de l'Angleterre et en France, c'est en train de diminuer. Mais donc, ils boivent très vite, beaucoup, et ils tombent dans des comas éthyliques et on retrouve ces jeunes aux urgences et bien sûr, ils risquent leur vie. Alors vous voyez, vers 25-26, je continue ces fêtes et je suis régulièrement ivre-morte. Mais personne ne me prévient. Je pense que je faisais toujours cela par mimétisme parce que d'autres le faisaient. Donc moi, je suis le mouvement. Ensuite, je commence un travail professionnel pour lequel je suis vite comblée. En fait, je démarre ma carrière dans le BTP, de nouveau, un milieu où l'alcool est très présent. Le BTP est un des 3 secteurs où on boit le plus. C'est le BTP, la restauration et le monde des spectacles. Et là, eh ben, Madame Coté commence à faire le tour de la France, parce que j'étais juriste, mais j'étais invitée dans toutes les agences de ce grand groupe de BTP. On était déjà chez Vinci. Et à chaque fois, je termine ma réunion, mais le chef d'agence m'invite dans son bureau et ouvre son petit frigo et m'offre ou une coupe de champagne ou un verre de très bon vin du terroir. Et Madame Coté, elle accepte, d'abord parce qu'elle aime le vin, elle était déjà bien habituée. Et surtout aussi, de nouveau, je pense que si j'avais refusé ce verre qui m'était proposé, eh bien, je pense que je n'aurais pas été aussi bien acceptée dans ce contexte qui était quand même un contexte d'homme. C'est comme ça qu'au bout de nouveau quelques années, à 30 ans, je suis très souvent dans l'excès. Je me suis mariée aussi entre-temps, donc sur le plan personnel, tout va bien, sauf que avec mon mari, lorsqu'on est avec des amis, eh bien très souvent, on est dans l'alcool, ce que l'on appelle l'alcool festif, et on est deux, donc on s'auto-surveille, je dirais. Mais malheureusement, ça va être la cassure, je vais perdre mon mari alors que j'ai à peine 35 ans, Pierre va partir dans des conditions dramatiques, va mourir dans mes bras, et ça va être la douleur qui fait que, alors que cet alcool était festif, je vais me retrouver seule et je vais utiliser cet alcool comme un psychotrope, comme un anxiolytique. Je vais le poser sur cette douleur qui est un deuil que je gère mal, et c'est comme ça que je vais devenir alcoolique. En une année, je pense qu'à 36 ans, je suis la vraie alcoolique, c'est-à-dire que l'alcool, je ne peux plus m'en passer. C'est devenu une drogue, comme les drogues illicites, la cocaïne, le cannabis, l'héroïne, etc. Entre parenthèses, je touchais un peu à la cocaïne et quand je dis c'est une drogue, c'est que cela devient une obsession, c'est-à-dire que toute l'organisation d'une journée se fera autour de ce produit, de l'alcool. Ça devient un enfer. En plus, je continue à être dans un environnement professionnel, le BTP, où l'alcool est présent. Il est très facile pour moi d'assouvir mon addiction, puisque j'ai régulièrement des repas d'affaires, des cérémonies des vœux, des pots officiels ou clandestins, etc. Cela ne m'a pas empêché de faire une belle carrière. J'ai terminé ma carrière en étant le directeur des risques chez Vinci Construction France, donc j'étais à Paris. Comme quoi, c'est surprenant. Alors même que je suis droguée à l'alcool, je continue à faire une belle carrière professionnelle jusqu'au jour où le corps vous lâche. Et ça, c'est important. Un jour, le corps n'en peut plus. Il est en surdose par rapport à la quantité qu'il peut ingurgiter de ces drogues. Et le corps, mon corps, va donc se lâcher le 24 janvier 2009.
c'est la date que j'avais fixée au début de mon propos, ce jour-là, au cours de la cérémonie des vœux chez Vinci, nous étions 650 cadres supérieurs, le groupe Vinci, c'est 30 000 collaborateurs, et malheureusement, ce jour-là, alors que j'avais décidé de ne pas boire, j'avais dit à mes plus proches collègues, je vous en prie, ne me proposez pas un verre d'alcool. Il n'empêche que vous aurez toujours quelqu'un qui vous le proposera. Et surtout, je ne pouvais plus, j'étais tout simplement droguée, je ne pouvais pas arrêter ma main sur la coupe de champagne qui me sera proposée. Très vite, c'est plus une coupe, c'est une bouteille de champagne, c'est une deuxième, et je m'effondre, ivre-morte, à cette cérémonie des vœux. Alors cet instant est épouvantable. C'est pas la peine d'en dire plus. Il est épouvantable, mais avec le recul. C'est-à-dire, c'était il y a 10 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est finalement le plus beau jour de ma vie. Certes, rester par terre, ne pas savoir se relever, ça n'est pas agréable. Surtout que j'ai mis plusieurs minutes avant que quelqu'un vienne m'aider à me relever, parce que je n'étais pas toute seule à boire, à trop boire. Je me souviens très bien avoir vu beaucoup de gens effrayés et partir. Finalement, on me relève, je serai le surlendemain licencié en bonne et due forme. Ils avaient raison, j'avais terni l'image de marque de ce beau groupe et j'avais fait une faute. Et donc, quand je dis que c'est finalement le plus beau jour de ma vie, c'est que le fait d'être licencié, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai consulté un médecin addictologue qui me dira, parce que je lui raconte mon histoire, j'étais désespérée, qui me dit ces mots que je n'avais jamais entendus. Madame, ça n'est pas de votre faute. Vous êtes tout simplement malade, votre cas n'est pas désespéré, je peux vous soigner. Le fait d'entendre ce mot, vous êtes tout simplement malade, je ne me sens plus jugée. On ne me met plus sur le plan de la morale, mais sur le plan médical, et je vais donc accepter de me faire soigner. Car, et c'est la deuxième partie de ma présentation, pourquoi ne m'étais-je pas fait soigner avant ce fameux jour, avant ce 24 janvier 2009? Mais j'avais tenté de me faire soigner. À partir de 39 ans, vous voyez bien que j'ai une certaine culture, je ne suis pas bête. J'avais lu des livres, des témoignages sur l'alcoolisme et les autres drogues. Je m'étais bien rendu compte que j'avais un problème. Je n'étais plus dans le déni. Mais, par contre, j'étais tout simplement dans une honte d'en parler. Et c'est sans doute cette première notion sur laquelle on va travailler, on va me faire travailler dans ce parcours des soins qui est long, mais c'est avant tout de vous faire comprendre, si vous avez un problème avec une drogue, qu'il ne faut pas rester enfermé sur votre problème et sur cette honte qui vous empêche d'en parler. Mais au contraire, c'est de se rendre compte que vous êtes malade, que c'est une maladie chronique, que nous sommes 15 millions en France à être atteints d'une maladie chronique. Alors, il n'y a pas que l'alcoolisme, bien sûr, mais une maladie chronique, ça peut être le diabète, ça peut être le cancer, ça peut être le VIH, ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être une hépatite. Voilà. Ça se soigne. N'importe quelle maladie chronique se soigne. Si j'avais su ça, moi, à 39 ans, mais je pense que je serais donc sortie de cette culpabilité et j'aurais enclenché beaucoup plus rapidement ce parcours de soins. J'insiste sur cet aspect-là parce que cette honte nous fait bien souvent agir de manière trop tardive. Et on touche le fond à cause de cela, parce qu'on a attendu à se faire soigner. Moi, j'ai touché le fond le 24 janvier 2009. J'ai cette chance de m'en être relevée
sans séquelles, ni physiques, ni neurobiologiques. Mais j'ai une chance terrible, car je puis vous dire maintenant que j'accompagne des malades dans les soins, je puis vous dire, oh, combien c'est terrible de voir qu'un tel a une cirrhose du foie, qu'un autre a une pancréatite, qu'un autre a carrément un cancer des voies digestives. Hein. Et là, j'insiste sur l'alcool, mais passons en revue rapidement tous les produits psychoactifs. Il y a le tabac. Le tabac, c'est la première drogue qui tue 74 000 personnes en France par an. Un Français sur 4 fume. L'alcool, c'est 41 000 morts par an. Après, vous avez le cannabis, qui est de plus en plus présent chez les jeunes. L'héroïne, ce que j'appelle les drogues dures, l'héroïne, la cocaïne. Après, les amphétamines, il ne faut pas oublier non plus les médicaments, les psychotropes, les somnifères, les antidépresseurs. C'est très présent chez les femmes. Ça, ce sont les produits. Après, il y a tous les comportements addictifs. Le comportement, c'est par exemple être toujours branché sur son smartphone, ne pas pouvoir se débrancher. C'est être hyper accro au sport, ce que d'ailleurs j'étais également. C'est avoir des comportements compulsifs avec la nourriture, des troubles du comportement alimentaire. Je suis également passée par là. Ça peut être le sexe, ça peut être le travail, être addict au travail. Donc, toutes ces addictions produits comportementales, il faut avoir conscience que ce sont des maladies, des pratiques addictives et que ça se soigne. Une fois que vous avez compris ça, on vous met sur le chemin des soins. Ça a été mon parcours. On m'a tout simplement sevré de l'alcool en me donnant un traitement médicamenteux, du Valium, des vitamines, notamment B, et on m'a prescrit aussi des anxiolytiques pour apaiser les angoisses. Ce sevrage, il va durer 10 jours. Au bout de 10 jours, et c'est important quand on est une femme, c'est incroyable ce que le visage recommence à trouver une forme normale, recommence à être agréable à regarder, votre teint devient beaucoup plus lumineux, vous êtes beaucoup moins cerné, votre corps arrête de trembler, tout simplement parce que vous n'êtes plus en manque. On vous a sevré et on vous a donné les médicaments qu'il fallait pour calmer les angoisses. Au bout de 10 jours, quand vous voyez que vous n'avez plus touché à de l'alcool, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, comme c'est extraordinaire, parce qu'à l'époque, vous pensiez c'était impossible d'imaginer d'arrêter de boire. Eh bien si, c'est possible. Pour cela, il faut se faire vraiment accompagner par l'équipe d'addictologie, donc le médecin, l'infirmière, la psychologue, par des groupes de parole, ce que j'ai fait très rapidement. Moi, je suis rentrée, j'étais à Paris, et je suis rentrée dans les groupes des alcooliques anonymes. Ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, j'ai pratiqué ce que j'appelle la thérapie du téléphone. C'est-à-dire, j'étais très souvent au téléphone. Dès que j'avais une angoisse qui montait, j'étais au téléphone ou avec un coach ou avec un ancien malade de drogue qui, étant passé par là, avait toujours les mots qu'il fallait pour m'apaiser. Ce sevrage, c'est-à-dire le temps qu'il va falloir pour que les drogues s'évacuent de votre corps, donc physiquement, mais également de votre cerveau. Ce sevrage, pour moi, il a duré 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé très sérieusement à travailler ce qui n'allait pas en moi, c'est-à-dire quelles étaient ces angoisses qui faisaient que j'avais mis en place cette stratégie d'avoir recours à des produits psychoactifs pour calmer ces angoisses. En fait, il faut répondre à la question, pourquoi je bois? Pourquoi je me drogue? Pourquoi je suis si mal? Cette question, elle est très personnelle. Je l'ai travaillée avec l'aide d'un médecin psychiatre addictologue, qui est d'ailleurs à Valence, qui m'a été d'un grand soutien. Je voyais cette dame 2
fois par semaine. C'est le travail d'introspection que l'on fait chez soi. C'est très personnel. Et c'est souvent des fractures dramatiques qui sont liées soit à l'enfance, soit à l'adolescence, soit à l'âge adulte. Mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler pour enfin que s'apaisent doucement les angoisses ou la dépression ou d'autres maladies qui faisaient que vous avez recours à des produits psychoactifs. Ce travail, je l'ai fait. Il a duré 18 mois. Mais ça vaut le coup de le faire. Parce que ces 18 mois, tout cela, toutes ces angoisses ont commencé à s'apaiser. Je ne touchais plus non plus aux produits. Donc je voyais jour après jour la progression qui était la mienne. En plus, j'ai relativisé la perte de mon travail puisque ça me donnait du temps de travailler sur moi. Car je puis vous dire qu'un travail, ce travail psychothérapeutique, c'est un travail à temps complet. Parce qu'il n'y a pas que juste la séance avec le psychiatre, il y a après la séance, la méditation, tout ce qui remue en vous et toutes les habitudes mauvaises qu'il faut oublier et les nouvelles qu'il faut mettre en place. Moi, le temps que l'alcool me volait, c'est-à-dire des heures par jour, je l'ai occupé en allant marcher calmement avec une paire de baskets. Après, j'ai été chercher un chien à la SPA qui est devenu mon meilleur compagnon et j'allais courir avec mon chien et aujourd'hui d'ailleurs j'en ai 3. Voilà, en fait, et c'est la troisième partie du parcours des soins, au bout de quelques mois, quand on a vraiment été sevré, quand on travaille vraiment les causes qui sont à l'origine de la consommation des produits, on enclenche la troisième partie des soins, qui est la reconstruction d'une vie. On redonne du sens à sa vie. En ce qui me concerne, j'ai changé de région, j'ai quitté Paris. D'abord, financièrement, je ne pouvais plus rester à Paris, puisque moi, j'approchais la cinquantaine. Or, j'étais trop vieille pour retrouver du travail. On me l'a très, très bien fait comprendre, d'ailleurs. J'étais grillée dans la région d'Île-de-France. Donc, j'ai quitté Paris et je suis venue dans cette région, dans ce très beau département qu'est la Drôme. Quitter mes amis. Sachant que de toutes les façons, mes amis, ce n'étaient pas des amis. C'était des compagnons et des compagnes de beuverie. Et puis certains, d'ailleurs, m'encourageaient toujours à boire. Et ça, je l'ai compris. Il est toujours plus facile de voir quelqu'un qui boit plus que vous. Et parfois, certaines personnes ne sont pas très bienveillantes par rapport à vous. Donc, il faut savoir les quitter. J'ai quitté, sur le plan de ma vie personnelle, j'ai quitté la personne avec qui j'étais et j'ai refait une vie personnelle. Et j'ai retrouvé, grâce à cela, du travail. J'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai créé mon association qui accompagne maintenant des malades en souffrance avec les produits. Donc, vous voyez, cette troisième partie des soins, c'est la reconstruction ou la construction d'une nouvelle personne libre de tout produit et comportement addictif. Et j'en arrive à la troisième partie de mon propos. Je suis devenu patient expert, du patient addict, c'est-à-dire de mon vécu des pratiques addictives. J'en ai fait une expertise. Comment j'ai fait? Eh bien, dans la Drôme, en fait, je pouvais être avocate, donc j'ai prêté serment en tant qu'avocate, et je commençais donc à avoir des dossiers, je recevais des clients, et je me suis rendu compte que beaucoup de mes clients avaient perdu ou leur travail, ou leur permis de conduire, ou pour une femme, la garde de ses enfants, à cause d'une drogue. L'alcool, le psycho, les
des médicaments. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie beaucoup plus de les accompagner sur le parcours des soins par rapport à ces produits que sur la technicité juridique de leur dossier. Surtout qu'il y avait d'autres avocats. Je me suis rendu compte que ça allait être la fin de ma carrière, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais besoin d'accompagner ces gens-là, mais pour les accompagner, j'avais besoin d'être formée. J'en ai donc discuté avec un médecin de Valence qui m'a dit, mais Laurence, pourquoi ne passez-vous pas un diplôme universitaire en addictologie? Eh bien, je l'ai fait en 2015. Je me suis inscrite à l'école de médecine du CHU de Grenoble. Et en 2015, j'ai passé mon diplôme universitaire présentiel avec la soutenance d'un mémoire en addictologie. Et j'ai trouvé ça passionnant. Parce que de ce vécu malheureux des maladies addictives, j'en faisais eh bien, un avenir heureux, puisque je me passionnais à nouveau pour quelque chose de difficile à aborder. Et en plus, on m'encourageait à le faire. Les professionnels de l'addictologie, les vrais soignants, m'encourageaient à le faire, sauf que le professeur de Mathéis, qui est vraiment pour moi mon maître spirituel, je dirais, parce que c'est lui qui m'a dit à ce moment-là, Laurence, c'est super ce que vous faites, mais il vous manque encore un DU, et si vous le passez, je me souviens encore avec des pincettes, il me dit, est-ce que ça vous dérange de le passer? C'est vrai qu'entre nous... donc j'avais quel âge? À 53 ans, repartir sur les bancs de l'université, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. En plus, il fallait que je fasse des stages. Hein. J'ai fait une année de stage dans les hôpitaux, c'est-à-dire, il faut observer, il faut se taire, il faut prendre la parole quand on vous la donne, c'est-à-dire quasiment jamais. Donc il faut repartir à zéro. Je dirais. Mais, eh ben, voilà que je contacte l'université des patients à la Sorbonne. Et j'ai un contact avec le professeur Catherine Tourette, qui est ma deuxième mère spirituelle, qui me dit, mais Laurence, bien sûr, on vous accueille, vous allez passer le DU en éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est quoi? Eh bien, pendant un an, on vous donne tous les outils pour que vous puissiez accompagner des patients qui souffrent d'une maladie chronique, quelle qu'elle soit, afin de les rendre autonomes par rapport à cette maladie. Eh bien, pendant une année, j'ai donc de nouveau appris, et grâce à ces 2 DU, mes stages, je suis devenue patiente experte en addictologie, et j'ai cette chance de travailler comme patient expert dans l'équipe du professeur Maurice de Mathéis depuis presque 3 ans maintenant. Je participe au stage, au staff de son équipe d'addictologie. J'ai tous les mardis après-midi des consultations avec les patients. Je puis vous dire que j'ai jamais été aussi heureuse dans ce nouveau métier de patient expert en addictologie. Et en fait, pour moi, j'aboutis dans mon parcours des soins, parce que je me rends compte que toute cette formation a été thérapeutique pour moi. Il n'est plus question de toucher au moindre produit, parce que je pense que ce serait une erreur, et je n'ai pas envie de le faire, parce que regardez ce que je fais à l'instant T. Je témoigne, j'essaie de donner de l'énergie et de l'espoir aux gens qui souffrent des maladies, j'essaie de faire comprendre à l'entourage, à l'environnement professionnel par rapport à une personne qui souffre. J'essaie de vous faire comprendre ce que sont ces maladies addictives et comment aussi il faut les aborder. Alors, eh bien, vous me voyez heureuse dans ce que je suis et j'ai donc créé ma propre association qui s'appelle France Janvier Sobre. En 2019, nous avons été quelques-uns, le 4 janvier 2019, sur Facebook, à créer le Janvier Sobre. C'est-à-dire, je me souviens très bien, nous avons pris quelques bouteilles de jus de fruits et une cafetière, et nous avons pris une photo. Et nous avons dit, il est temps pour nous, en France, qu'au moins
une fois par an, on se pose la question de son mode de consommation d'alcool et de sa responsabilité par rapport à ce produit. Car j'ai commencé mon propos en disant la maladie alcoolique, elle s'est installée en moi silencieusement. Effectivement, l'alcool, c'est un produit psychoactif, c'est-à-dire un produit qui agit sur votre cerveau et sur le corps. Qui n'a pas pris un verre d'alcool et qui n'a pas été un peu dans l'euphorie à cause de ce produit, qui n'a pas été dans un verbiage à cause de ce produit, un verbiage parfois excessif bien sûr. L'alcool, il faut donc faire très attention. Et pourtant, l'alcool apporte du plaisir. Lorsqu'on n'est pas dans l'excès et encore moins dans l'abus. Un plaisir, l'odorat, on respire un bon vin. Un plaisir gustatif, on goûte le vin, idéalement, et moi je dirais toujours, avec un plat, ou avec des cacahuètes, etc. Il faut éviter de prendre de l'alcool seul. Et il faut respecter les repères qui sont connus aujourd'hui, parce que arrêtés par Santé publique France, il faut respecter ces repères à moindre risque de consommation pour votre santé. Maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Eh bien moi j'aurais aimé connaître ces repères à l'époque où j'étais dans le nord de la France avec mes oncles et tantes et que le vin, le cidre, la bière étaient à portée de vue, à portée de main, et que j'avais à peine 12 ans, 13 ans, et que parfois on me faisait goûter. Voilà. C'est ça notre rôle aujourd'hui d'adulte, que ce soit parents, que ce soit les employeurs, dans les entreprises, dans les associations, dans les collectivités territoriales. Aujourd'hui, il faut faire prendre conscience que l'alcool peut être un danger, qu'il existe des repères, donc maximum 2 verres par jour et pas tous les jours, et, deuxième repère, 10 verres par semaine. 10 verres par semaine sur 7 jours. Donc on essaye de respecter, c'est important, 2 jours sans alcool. Quand je dis des verres, j'ai apporté, et je laisserai ici dans ce service de santé au travail, ce que l'on appelle le verre janvier sobre. Il a été créé pour le mouvement janvier sobre et il vous donne les petites lignes, c'est-à-dire les doses standards d'alcool par type d'alcool à respecter, à ne pas dépasser. Ça correspond, une dose standard correspond à 10 grammes d'alcool pur. Voilà. Si je prends le pastis, la ligne, elle est là. C'est-à-dire, on est à 2,5 centilitres. Si je prends un vin cuit, c'est-à-dire le Porto, on est là. Si je prends du vin ou du champagne, on est là. Et si je prends de la bière, on est là. C'est ça, respecter la dose standard. Donc, quand je dis 2 verres, maximum 2 verres par jour, c'est 2 verres standards et non pas les doses que l'on se verse chez soi, allègrement pour soi ou pour d'autres, parce qu'on est loin de respecter ces verres standards. Et j'ai oublié de vous dire que les maximum 2 verres par jour, c'est bien sûr les seuils à ne pas dépasser et certainement pas les seuils à atteindre. C'est évident. Cet outil-là, il est extrêmement important et il gagnerait à exister partout, en famille, dans les entreprises, pour éduquer les gens vers une consommation responsable. Alors, janvier sobre, c'est quoi? Eh bien, le 1er janvier sobre a été lancé en 2019. Il a vraiment connu son succès en 2020 et il est dans les starting blocks pour 2021. Dans quelques jours, le 1er janvier 2021,
nous inviterons mon association, mais également beaucoup de partenaires. Je pense à la fondation du BTP, je pense à la mutuelle du BTP, je pense au groupe Apicil. Nous sommes de plus en plus à nous mobiliser autour de cette opération du janvier sobre. Donc, nous inviterons, c'est une invitation, ce n'est pas une obligation, tous les Français à s'interroger sur sa relation avec l'alcool. Il ne s'agit pas d'interdire l'alcool, mais il s'agit, pendant le mois de janvier, de se fixer son propre défi et de se dire, voilà, après les fêtes, Noël, Nouvel An, qui souvent sont bien arrosés, eh bien, je vais me fixer mon défi. Mon défi, ça peut être 0 alcool pendant tout le mois de janvier. Ça peut être aussi, je ne bois pas la semaine, les after-work, ce ne sera pas pour le mois de janvier, et je me réserve un verre le samedi, un verre le dimanche, en respectant bien ma dose standard. Et je vais voir les effets que ça a sur moi. Autre défi, ça peut être, eh bien, je vais boire un verre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas d'alcool, et un verre le samedi et le dimanche. En fait, vous vous prenez en main, vous vous fixez votre propre défi. Et vous analysez les effets. Il est certain que quand on est un buveur excessif, eh bien, les effets, vous allez les retrouver très, très rapidement sur votre corps. Et on en revient sur une espèce de mini-sevrage, c'est-à-dire on est beaucoup plus calme, on dort beaucoup mieux, on a un teint beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable à regarder, on est beaucoup plus énergique, beaucoup plus calme. Vous allez voir et noter ces effets surtout. Mais vous allez voir que l'alcool est loin d'être anodin. C'est ça le défi du janvier sobre. On est libre de le faire, on se fixe son propre défi et on en analyse les effets. Et on est tous ensemble à le faire. Et c'est ça qui est intéressant. On ne le fait pas seul dans son coin. Vous aurez des groupes. Nous avons notre propre groupe Facebook qui s'appelle tout simplement le groupe Janvier Sobre. Vous pouvez déjà y être d'ailleurs. Peut-être que si ce live est diffusé, on pourra mettre le lien du groupe. C'est ça qui est aussi intéressant. De manière collective, on s'encourage, on s'entraide et on devient responsable par rapport à ce produit. Et enfin, j'ai rédigé un petit guide pour vous aider à organiser votre planning au cours de ce janvier sobre. C'est un petit livre. Vous voyez un petit poisson qui saute du verre d'eau du verre de vin là où il pourrait mourir vers le verre d'eau. C'est vrai que quand on respecte la règle maximum 2 verres par jour et pas tous les jours, eh bien, on est dans une consommation tout à fait raisonnable, à moindre risque. Et ce petit livre, il est organisé autour de 4 semaines. La première semaine, je fixe mon défi. La deuxième semaine, j'apprends beaucoup de choses sur ce qu'est l'alcool, ce qu'est la maladie, etc. Je donne quelques chiffres avec des témoignages. La troisième semaine, j'analyse les bienfaits de ma réduction, voire de le fait que je ne bois pas du tout d'alcool. Et la dernière semaine, eh bien, je réfléchis sur la suite. Parce que, vous l'avez compris, la sobriété, c'est pas qu'un mois, c'est plusieurs mois, c'est toute l'année, c'est toute une vie. L'adjectif sobre veut dire boire et manger peu, et notamment boire peu de boissons alcoolisées. Donc, janvier sobre, c'est pas contre l'alcool, c'est simplement que rappeler que l'alcool n'est pas un produit anodin, qu'il a des effets sur notre corps, sur notre cerveau, et que pour pouvoir toute sa vie, si on le souhaite, rester dans un alcool plaisir et ne pas tomber dans un alcool à risque, il y a donc des règles à connaître. Et vous avez donc ce petit guide qui vous aide
à les connaître et à les respecter. Alors voilà, vous voyez, ce Janvier sobre, c'est une initiative citoyenne. Ce que je viens de vous exposer pendant à peu près 50 minutes, c'est une citoyenne qui s'exprime, une personne qui a souffert, une personne qui a cette chance de s'en être remise, de s'être rétablie et de pouvoir faire de cette souffrance des drogues et de ce qui se cache derrière les drogues, cette chance de en faire une passion et de transmettre à d'autres cette passion. Eh bien, j'espère que mon propos vous aidera à mieux comprendre cette difficulté à aborder ces drogues, tant c'est tabou, tant quand on les connaît, on reste dans cette honte d'aborder. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que ce sont des maladies addictives, qu'une personne qui en souffre est avant tout une personne en détresse, que l'entourage ne doit pas la juger, doit lui parler d'une manière bienveillante et doit l'accompagner, cette personne, sur le chemin des soins. On peut s'en sortir, j'en suis une preuve vivante, je crois même que l'on peut parler de résilience. J'ai fait d'un échec une force. Je terminerai par là. S'il y a des questions, c'est avec plaisir que je répondrai et je vous remercie pour votre écoute.